Bonjour à tous. Aujourd'hui, sujet buzz, GraphQL contre REST, lequel il faut utiliser. Est-ce qu'il faut utiliser les deux? Alors, c'est un talk qui a été conçu comme un discours de Fidel Castro, c'est-à-dire pour durer 7 heures. On m'a dit qu'il fallait le raccourcir un petit peu, ça risque d'aller un petit peu vite par moment, enfin, vous verrez. Alors, déjà, est-ce que j'arrive à faire fonctionner ça? Ouais, parfait. Donc, je m'appelle Kevin Dinglas, je suis le cofondateur de la société coopérative Letilleul.coop. C'est une société qui appartient à ses salariés, qui est autogérée. Si vous voulez discuter de ça, on a un stand là-bas, on a un jeu là-bas, on cherche plein de gens à Lille, à Paris, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je fais partie de la Core Team Symfony et j'ai créé API Platform, même si heureusement, maintenant, il y a énormément de contributeurs que je tiens à remercier. On a beaucoup parmi vous ici, et il y a une Core Team de 10 personnes qui font beaucoup de choses. Il y a même du code où je ne sais même plus à quoi ça sert. Enfin bref, allons-y. Letilleul, je viens d'en parler, le stand, c'est là-bas. Et on commence par... Qu'est-ce que c'est API Platform? Alors, qui parmi vous a déjà utilisé cet outil? Ah, et quand même, ok. Eh ben, c'est top. Avant tout, API Platform, c'est un beau logo, ça s'appelle Webby, et puis c'est un projet qui permet de créer facilement des applications API-driven. Alors, c'est important, c'est un peu différent de ce qu'était API Platform, la première version, c'est-à-dire un bundle pour créer des API au départ, pour Symfony. Maintenant, c'est un framework full stack. C'est un framework qui va nous permettre de très facilement, ce que je vais montrer aujourd'hui, exposer des web services au-dessus d'HTTP qui peuvent utiliser soit REST, soit GraphQL. Ça, c'est tout nouveau. Mais c'est aussi tout un écosystème d'outils côté client qui sont 100% en JavaScript, qui permettent de consommer facilement ces API. API Platform, donc c'est un ensemble de composants complètement indépendants les uns des autres. Le principal, c'est celui-ci, c'est le composant côté serveur qui permet d'écrire des API, qui est une bibliothèque PHP qu'on peut utiliser potentiellement avec n'importe quel framework, mais qui bénéficie d'une intégration optionnelle mais très forte et installée par défaut avec Symfony. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser Symfony, vous pouvez avec Symfony utiliser très facilement API Platform. C'est aussi un composant indépendant qui permet de générer des modèles de données complets, les classes PHP, la PHP doc, le mapping doctrine, les annotations de validation, etc., à partir de vocabulaire ouvert, dont schema.org que je vais présenter un petit peu après. Un composant basé sur admin on REST de Marmelab qui a déjà été présenté brièvement hier, qui permet de générer très facilement des API qui sont complètement en JavaScript, en React en l'occurrence, et qui vont se construire automatiquement à partir de la documentation de l'API, sans qu'il y ait besoin d'une ligne de PHP et sans qu'il y ait besoin de connaître quoi que ce soit de l'API avant, si ce n'est qu'elle expose un format particulier, qui est standard, que je vais présenter aussi. Et c'est aussi un autre composant JavaScript, c'est en fait un outil en ligne de commande en Node, qui s'appelle Client Generator, qui à partir de ces formats standards dont je vais parler, est capable de générer des squelettes de Progressive Web Apps, et d'applications mobiles natives qui peuvent être basées soit sur React, on a un squelette React, et également maintenant sur Vue.js, puisqu'il y a Alain qui est présent dans la salle qui a contribué relativement récemment à un générateur d'applications Vue, ce qui fait que vous avez une commande à taper, vous avez une application qui est générée sur le disque et que vous allez pouvoir éditer pour ajouter votre logique à vous, votre UI, etc. Alors, en termes d'API web, on a tout un tas de formats qui existent et depuis longtemps. L'objectif d'API Platform, c'est de les supporter tous, ou en tout cas tous ceux qui ont un intérêt, qui sont populaires, qui ont des outils côté client, et de le faire pour vous, qu'il n'y ait aucune complexité pour le développeur pour pouvoir les supporter. Alors, nativement, on supporte JSON-LD et Hydra, ce qu'on va voir. On supporte aussi OpenAPI, donc c'est Swagger pour ceux qui sont un peu à l'ancienne, ils connaissent ces noms-là, et désormais GraphQL. Mais on a aussi le support de formats un petit peu plus exotiques comme JSON API, qui est un format hypermédia un petit peu plus simple que JSON LD, HAL, qui est un format hypermédia un peu plus ancien, et des formats qui ne sont pas du tout hypermédia, par exemple YAML, JSON, CSV, XML. De mon expérience, le plus utilisé, c'est CSV, parce que ça signifie que vous pouvez exposer une API avec API Platform, et puis votre client va forcément vous demander un export Excel. Grâce au support de CSV, votre ressource, votre donnée, vous pouvez l'exporter dans un format qu'on peut ouvrir avec Excel. Pour un autre usage, je ne recommanderais pas forcément. Alors le support de GraphQL là-dedans, qui n'est pas un format REST, donc qui ne colle pas très bien avec la manière dont a été conçue la première version d'API Platform, il est relativement récent. Mais dans API Platform, il y a une couche d'abstraction, une représentation intermédiaire de la structure publique de l'API, quelles sont les ressources qu'on va exposer via l'API, quelles sont leurs propriétés, quels sont leurs types, quelles sont les relations entre elles, quelles sont leurs documentations. Et c'est grâce à cette représentation intermédiaire qu'on supporte l'ensemble des formats REST. En fait, le support de GraphQL, il n'a pas été si compliqué que ça à ajouter parce qu'on a pu réutiliser quasiment intégralement cette représentation intermédiaire et toute l'infrastructure de base qui est présente dans l'API Platform. Alors c'est
Alan Poulain, qui a développé le support initial de GraphQL, donc c'était quand même un gros boulot, hein, vous voyez, 5000 lignes de code, et on va voir que dans GraphQL, il y a la spécification principale, après il y a des extensions de la spécification, il y a eu pas mal de contributions faites en fin d'année dernière, afin d'ajouter aussi le support des extensions de cette spécification, en particulier l'aspect relais, pour ceux qui font un petit peu de JavaScript. Ça a été émergé dans la version 2.2 qui est sortie en janvier, il me semble. C'est encore quelque chose qui marche, qui est à peu près stable, mais qui est très très jeune, le support dans API Platform. Donc quand vous allez tester, vous trouverez probablement des bugs, probablement plus trop, mais il y en aura quand même probablement un petit peu, et surtout des limitations. Vous allez voir aussi que la documentation elle est encore un peu légère, mais là-dessus, vous êtes les bienvenus pour nous aider à améliorer tout ça. Alors le framework, comment il s'installe? 2 points d'entrée. Le point d'entrée principal, le plus facile, vous allez sur le site, vous allez sur GitHub, vous téléchargez une archive, vous la dézippez, et vous tapez Docker Compose Up. Qui parmi vous n'utilise pas Docker sur aucun de ces projets? Il va falloir vous y mettre. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a un environnement API Platform full stack qui est fonctionnel. On a cette page d'accueil là qui apparaît. En fait, dans cette page d'accueil, vous allez la supprimer et vous allez créer votre Progressive Web App, votre Single Page Application, complètement JavaScript, probablement en utilisant le générateur que j'ai présenté juste avant, qui va vous créer un squelette en CRUD avec une page de liste, une page d'édition, une page de formulaire. En fait, si vous avez déjà utilisé les générateurs de CRUD de Symfony 2 qui génèrent un template tweak, une classe de formulaire, un contrôleur, voilà, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de taper directement la base de données, bah, ça génère du code JavaScript qui va requêter l'API pour récupérer et interagir avec les données. Vous avez aussi ce fameux composant basé sur Symfony et une installation complète de Symfony 4 avec Flex qui va vous permettre très facilement d'avoir une API qui est complètement fonctionnelle et qui est documentée avec Swagger. Là, c'est Swagger UI qui est dans une version un petit peu personnalisée dans un autre conteneur. Et puis le fameux générateur d'admin aussi qui est là et qui va construire dynamiquement, sans génération de code, contrairement au client générateur, une admin plutôt sympa qui ressemble à Sonata ou à EasyAdmin, mais qui est complètement, elle aussi, faite en JavaScript et qui requête l'API. C'est pour ça qu'on parle de projet API Driven. C'est vraiment l'API qui est le point de pivot pour l'accès à notre donnée, pour l'accès à notre logique métier. Alors en plus de ça, dans cette édition standard, dans cette distribution full stack d'API Platform, donc on a tous nos composants. On a aussi un setup Docker avec des images compatibles production pour PHP, des images de développement pour les outils JavaScript, un serveur Postgres, divers reverse proxy, dont un pour faire du HTTPS et du HTTP2 en développement, ce qui permet entre autres de travailler avec les service workers en JavaScript, ou de ne pas avoir les warnings quand on a des champs mot de passe dans nos intégrations. Et puis, on a finalement un mécanisme de déploiement qui est basé sur Kubernetes et Helm, qui est le package manager pour Kubernetes de Microsoft, qui va permettre en une commande, Helm install, de déployer tout ça sur votre plateforme de cloud préférée, étant donné que et Google, et Amazon, et Azure proposent du Kubernetes Manager qui est compatible avec ça. Du coup, c'est vraiment une édition qui va vous permettre de gérer votre développement de bout en bout, dev, back-end, front-end, déploiement, intégration continue. Si ça fait beaucoup et si on n'a pas envie d'utiliser tout ça et qu'on a envie de choisir nous-mêmes un peu ce qu'on fait, bah, on utilise plutôt que le composant serveur, on installe Flex, on tape Composer Require API et on a le composant serveur qui est installé. On n'a pas Docker, on n'a pas de JavaScript, on n'a pas tout ça, on peut juste créer des API facilement. Ça, c'est à vous de choisir. Ce composant, quand on l'installe via Flex, c'est vraiment hyper minimaliste. Et c'est que le composant d'API. Par contre, tout ce que je vais vous montrer là, ça va quand même fonctionner parce que en fait, c'est basé sur le composant qui est côté API. Par défaut, GraphQL, c'est pas activé. Donc pour l'activer, je vais avoir besoin de mettre les mains un petit peu dans le cambouis. En l'occurrence, je vais avoir besoin de taper cette commande, Composer Require WebOnix GraphQL PHP. Et cette commande, elle va nous installer une bibliothèque de base qui contient entre autres un parseur GraphQL qui est utilisé par API Platform. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai une API GraphQL qui marche. On a une petite entité de test qui est fournie dans l'édition standard, qui n'est pas fournie avec Flex, mais je vous montrerai après, c'est très facile à coder. Juste en ayant tapé cette commande, on a un nouveau endpoint qui est enregistré automatiquement, une nouvelle route qui est enregistrée automatiquement par API Platform, /GraphQL, et ça va être le endpoint de notre API GraphQL. Et on utilise la négociation de contenu. Si on détecte que c'est un navigateur et non pas un client type curl qui demande cette page, on va charger une petite interface qui s'appelle GraphQL et qui est un explorateur, c'est un peu l'équivalent de Swagger UI, qui va nous permettre très facilement de faire des requêtes et de browser notre API GraphQL.
Alors là, j'ai une entité qui me permet, qui contient, c'est du Hello World, c'est une entité qui contient une propriété qui s'appelle name, mais ça va nous permettre de décortiquer un peu une première requête GraphQL pour voir à quoi ressemble ce langage. Donc j'ai un format qui ressemble à du JSON, mais qui n'est pas du JSON. C'est un format spécifique qui s'appelle GraphQL et ce qui est spécifié dans des documents qui ont été créés par Facebook. On détermine à quel type de données on veut accéder. Ici, il y a un type de données qui s'appelle greeting. On peut éventuellement passer à un filtre, une option, pour savoir quelles données on veut récupérer. Ensuite, on précise quelles sont les propriétés de ce document que je veux récupérer. Donc là, j'en ai qu'une, c'est quelque chose de très simple, j'ai le nom. On envoie cette requête vers le serveur, et en retour, j'obtiens du JSON. Et ce JSON ne contient en fait, c'est un genre de patron, et du coup, le serveur va fulfiller ce patron et va me renvoyer uniquement les données que j'ai demandées. Je vais pouvoir les consommer avec ma bibliothèque JavaScript ou autre côté client. Deuxième grosse fonctionnalité de GraphQL qui est très intéressante et qui est très différente de ce qu'on peut faire avec REST habituellement. On va voir qu'en fait, c'est quand même possible de le faire avec REST, mais ça c'est pour après. On peut paralléliser les requêtes. Et on peut passer dans la même requête HTTP plusieurs queries GraphQL. Donc là, par exemple, imaginons que j'ai une colonne de droite avec mes dernières news, une colonne principale où c'est mon blog post. En reste, je serai obligé de faire 2 requêtes vers mon API, potentiellement. Avec GraphQL, je peux dire l'ensemble des choses que je souhaite, et puis je vais récupérer tout ça d'un coup. Et je peux utiliser un mécanisme d'alias ici qui va me permettre de différencier quelles sont les requêtes que j'ai effectuées. Donc ça me permet de réduire le nombre d'échanges entre mon client et mon serveur. C'est vraiment le gros intérêt de GraphQL, de toute façon. Alors, j'arrête pas de parler de ça. Qui parmi vous a déjà entendu parler de GraphQL? Quand même. Qui parmi vous l'a déjà utilisé sur des vrais projets qui ne sont pas des jouets? Ok. Quand même pas mal de gens aussi. Alors, de toute façon, vous n'avez pas pu le rater. Parce que si vous suivez un petit peu la presse technologique, on a eu ce genre de titre tout le long au cours des 2 ou 3 dernières années, depuis la libération par Facebook. GraphQL, c'est le meilleur REST. REST 2.0 est là, ça s'appelle GraphQL. Qu'est-ce que c'est GraphQL? C'est la chose qui va faire à REST la même chose que JSON a fait XML, c'est-à-dire l'extinction, vous ne pouvez pas le rater. Ou bien celui-là, c'est le mieux, je trouve. REST APIs à REST in Peace APIs. Okay. Donc c'est vraiment le truc révolutionnaire qui est censé tuer REST. C'est cool, il fallait forcément qu'on l'ait dans l'API Platform, merci à Alan de l'avoir implémenté. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout cet emballement, et est-ce que c'est complètement exact, dont je ne suis pas sûr. Alors déjà, GraphQL, c'est quoi? C'est surtout et avant tout un langage de requêtage qui va nous permettre d'accéder à un endpoint centralisé, d'accéder aux données que l'on souhaite. Donc c'est un genre de super SQL orienté API, orienté web, orienté graph, ce qui n'est pas le cas de SQL, et qui va me permettre de requêter. Qui a été conçu par Facebook comme une alternative à REST, ce qui est vrai, et spécifiquement pour les API web, pour passer au-dessus d'un protocole réseau, potentiellement HTTP, pas forcément HTTP. On va voir que c'est à la fois une force et une faiblesse. REST aussi, si on reprend la thèse de Fielding, c'est quelque chose qui est conçu pour passer par HTTP, mais pas seulement, et on peut utiliser d'autres protocoles réseau. C'est un format ouvert, mais ce n'est pas un standard, on va voir la différence après, qui bénéficie d'une spécification formelle qui est très bien faite, très bien marketée, très bien documentée, c'est Facebook, quoi. Et c'est aussi parfait pour faire de l'agrégation de données. Vous avez une architecture microservice, vous créez votre endpoint GraphQL. Votre endpoint GraphQL va aller récupérer vos données depuis des API REST, depuis des bases de données diverses et variées, depuis différents services. Vous allez pouvoir agréger tout ça et ne demander que les données qui vous servent. Ça, c'est un truc qui est hyper pratique. Par contre, si vous le faites, je vous conseille de ne pas le faire en PHP. Il y a des choses comme Apollo Server qui font ça beaucoup mieux que ce qu'on n'arrivera jamais à faire en PHP. Et finalement, en termes de concept, contrairement à REST, c'est quelque chose qui est orienté service, appel de procédures distantes, appel de fonctions distantes. On va voir que ce n'est pas spécialement implémenté comme ça nativement dans API Platform, en tout cas, c'est la philosophie de la spécification. Comment ça marche? On a notre périphérique, c'est entre autres très bien adapté au fonctionnement sur mobile, où on a des réseaux qui sont probablement parfois de très mauvaise qualité. On prépare notre requête GraphQL depuis le client, on précise exactement quelles données on veut, y compris au niveau des relations. Vous voyez ici, donc on parcourt un arbre. Et ensuite, on envoie ça au serveur. Le serveur va se débrouiller pour me renvoyer un JSON qui contient tout ce que j'ai demandé. Voilà, le principe de base, il est assez simple, c'est comme les requêtes qu'on a vues juste avant. Alors, comment on crée une API GraphQL?
Là aussi, c'est hyper malin parce qu'il y a un système de typage qui a été introduit et qui est super pratique. On définit quels sont les types de données qui sont accessibles par nos API. Donc, le type de données, les propriétés qui sont liées, les types des propriétés, les relations, etc. Donc, on définit le schéma de notre API. Toutes les données auxquelles on peut accéder et toutes les procédures distantes que l'on peut appeler, on va appeler ça les mutations. Ensuite, on a le langage de requêtage, on demande les données qu'on souhaite et on récupère notre JSON. Mais ça, cette partie-là, elle est importante, la partie de définition des données. Dans la spec, on a défini comment on requête les queries, comment on va venir appeler des procédures distantes et changer les états de notre système, donc faire les écritures finalement, c'est les mutations. On a une URFC, c'est pas encore complètement dans la spec, mais c'est implémenté à peu près partout, sauf en PHP, qui sont les subscriptions. En fait, l'idée, c'est que vous allez demander des données au serveur, et ensuite vous allez dire au serveur d'envoyer, de pusher des événements vers le client quand ces données seront modifiées, ce qui permet en temps réel de détecter les modifications côté serveur, et puis de les pousser au client. Sauf que ça demande avant PHP, en tout cas, si on n'utilise pas React PHP ou ce genre de choses, c'est pas possible de le faire parce qu'il faut du WebSocket ou protocole similaire. C'est pas encore implémenté, entre autres, dans WebOnix PHP. Ensuite, on a un système de types, dont on a brièvement parlé, et un mécanisme d'introspection. Donc, vous pouvez comparer ça aux classes de réflexion de PHP qui permettent d'avoir des informations sur ce qu'expose notre API. On a la gestion des erreurs, donc un modèle spécifique qui va permettre de dire que le serveur va pouvoir implémenter et dire comment il doit renvoyer les erreurs au client. Et puis on a la possibilité, on l'a déjà dit, d'envoyer plusieurs requêtes d'un coup au serveur. En plus de la spec de base, GraphQL, il y a une autre spécification qui est aussi éditée par Facebook et qui est bien de supporter, qui s'appelle Relay. Alors en fait, Relay, c'est à la base une bibliothèque pour React, faite par Facebook, qui permet très facilement de requêter des serveurs GraphQL et puis d'afficher, de mapper les propriétés qu'on affiche dans nos composants React avec celles qui sont sur le serveur. Et pour ça, il faut un peu plus que ce qu'il y a dans la spécification. Il faut les structures de données qui sont renvoyées par l'API qui soient spécifiées, et c'est ce que fait Relay. La plupart des grosses implémentations GraphQL implémentent, côté serveur en tout cas, ce standard-là. Dedans, on a quoi? On a la notion de node. C'est une sorte de super type comme le type object en Java qui est étendu par tous les autres types. Ensuite, on a un mécanisme d'identification des objets où le principe, c'est qu'on va voir nos ID, ça ne va pas être 1, 2, 3 ou 4, parce que sans quoi on ne peut pas savoir si l'ID 1, ça correspond à l'user d'ID 1 ou l'organisation d'ID 1. Du coup, ça va être des ID qui sont en globalité pour l'API, donc typiquement un UID. Ensuite, on va avoir les connexions, c'est les structures pour les collections principalement et pour la pagination, qui sont prédéfinies et qu'il faut respecter si on veut utiliser les bibliothèques compatibles avec Relay. Et puis on va avoir un format imposé sur comment on fait nos mutations, comment on envoie nos données vers le serveur. Il y a déjà des grosses sociétés qui sont passées à GraphQL autres que Facebook. L'API la plus connue qui a migré vers GraphQL, c'est GitHub. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est une requête, une petite application où je récupère toutes les contributions publiques récentes des coopérateurs d'ETL. Alors, l'API GraphQL de GitHub, elle est bien foutue, elle permet de le faire. Alors, je définis une requête, j'utilise des variables parce que c'est un langage spécifique. Du coup, côté client, je vais avoir du mal à gérer l'échappement, etc. C'est le serveur qui va l'occuper. Donc là, je prédéfinis une requête, c'est un peu comme une requête préparée en SQL, et je vais lui passer les variables ensuite directement dans la requête HTTP, et c'est le serveur qui va venir injecter les variables, c'est pas le client. Je définis que sur mon organisation, j'applique un filtre. Voilà, je veux récupérer l'organisation qui correspond à cette variable. Je veux l'ID de l'organisation, le nom, et je veux ensuite la liste des membres de l'organisation. Je veux les 100 premiers parce que GitHub me limite. Ensuite, j'ai cette structure de collection qui est définie par Relay, et je dis que pour chaque élément de ma collection, je veux l'ID de la personne, son login, son nom. Et là-dedans, vous voyez, je peux imbriquer autant de niveaux que je veux. Pour chacune de ces personnes, je veux la liste des repositories GitHub auxquels il a contribué, je veux les premiers 100, et il ne m'intéresse que les contributions publiques, enfin que les dépôts publics. Et pour chaque élément de cette collection, je veux l'ID et je veux le nom. Vous voyez, c'est hyper pratique. En une requête, je récupère toutes les données que je veux, uniquement les données que je veux. Et GitHub me renvoie du JSON qui correspond à ce que j'ai demandé. Voilà, donc j'ai tous ces éléments. Et vous voyez que les ID sont uniques et sont obfusqués. En l'occurrence, c'est du base64. Parce qu'il ne faut pas l'utiliser côté client. C'est vraiment quelque chose, vous devez utiliser le serveur pour ça. Bon, maintenant, parlons de REST. REST, en fait, c'est un style architectural, c'est pas un format, contrairement à GraphQL. Ça a été défini par la thèse de Fielding. C'est un truc qui est quand même assez complexe, basé sur HTTP et le concept de comment est le web. Et il y a surtout un gros problème avec REST, c'est la définition de REST. En fait, ce que l'on appelle REST, par exemple l'API REST de Twitter, ça n'a rien à voir, ou en tout cas, c'est très incomplet par rapport à ce qui est défini dans la thèse de Fielding. Les vraies API REST, c'est ce qu'on appelle les API hypermédias. Il y a un autre terme qui est souvent employé pour distinguer les fausses API REST des vraies API REST, c'est 8OS. REST, c'est un protocole
orienté ressources, mais qui est beaucoup plus complet que juste une simple web API qui utilise les verbes get, post, put et delete. Ça va plus loin que ça. Et si on veut comparer, comme le font les titres de la presse spécialisée REST et GraphQL, du coup, il faut comparer ce qui est comparable, il faut parler des formats hypermédias standardisés pour REST. Pour ça, il y en a eu tout un tas, et c'est un des gros défauts de REST, il n'y avait pas de vrai leader, il n'y avait pas de vrai standard. Mais depuis quelques années, ça a changé, parce que le W3C, l'organisme qui normalise entre autres XML, HTML, CSS, etc., a sorti des spécifications qui concernent les API REST et les formats hypermédias. C'est un peu plus large que ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'ai déjà plus que la moitié du temps. Alors, déjà, on a JSON-LD, qui est un standard du W3C, et qui permet de représenter des documents de manière hypermédia, c'est-à-dire qu'il va permettre de donner à nos documents des URL qui vont être des identifiants uniques de ce document. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur ce point-là. Qui permet aussi de donner des types forts à nos documents de JSON. Donc c'est du JSON, juste du JSON, parsable avec n'importe quel parseur JSON, mais qui est étendu et qui, entre autres, contient une notion de type qui est très similaire à des classes PHP, qui est en fait le système de typage de RDF, et qui est aussi très similaire, bizarrement, au système de typage de GraphQL. Et ce format, il a un avantage, et aussi un inconvénient, on en parlera peut-être après, c'est qu'il est compatible avec tout le corpus, ce qu'on appelait le web sémantique et le link data, et tout un tas de standards et de technologies RDF, Sparkle, OWL, et d'outils comme Apache Jena, qui permettent de faire de l'agrégation de massifs de données à l'échelle d'Internet. Il y a tout un tas de tests d'outils, etc., très compliqués, mais qui sont compatibles avec GraphQL, donc on peut bénéficier avec JSON-LD, donc on peut bénéficier de ça. Autre vocabulaire standard, là, ce n'est pas un format, mais c'est aussi sous l'égide du W3C qui a été créé par Google, Microsoft, Yahoo, Yandex. C'est schema.org. Là, c'est juste un vocabulaire qui définit des types génériques de données, par exemple les personnes, les places, les organizations, les events, et que vous avez probablement utilisé parce que c'est ce vocabulaire que vous devez utiliser si vous voulez que Google soit capable d'extraire les données structurées et faire ressortir des rich snippets dans les résultats de recherche, les reviews, la disponibilité de vos produits, les prix, etc. Donc il y a énormément de types qui sont définis, c'est souvent bien foutu, par exemple le type de données pour tout ce qui est véhicule, c'est Volkswagen qui l'a fait, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, etc. C'est un truc qui est fait pour être utilisé avec JSON-LD. Depuis 2017, le format recommandé pour schema.org, c'est JSON-LD, et ça permet du coup, deux API différentes, d'exposer des types de données qui sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que si j'ai Volkswagen d'un côté comme API et Renault de l'autre côté, je veux croiser les données, ils vont utiliser les mêmes types, les mêmes langages, les mêmes propriétés, les mêmes noms, donc je vais très facilement pouvoir les agréger. Ce que je ne peux pas faire avec GraphQL, qui lui fournit un type uniquement à l'échelle d'une API, pas à l'échelle d'Internet. Finalement, j'ai Hydra. Hydra, c'est une extension de JSON-LD qui est faite par les mêmes gens, qui n'est pas encore un standard du W3C, qui est encore un work in progress, et qui, lui, définit exactement quelle doit être la structure d'une API hypermédia, quels sont les types qu'elle expose, quelles sont les ressources, leurs types, leurs relations, les opérations que je peux appliquer dessus, modification, lecture, écriture, quelles sont en lecture seule, etc., etc. Donc, en fait, ça ressemble très, très fort à Hydra, au schéma GraphQL, qui liste aussi ces choses-là. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des similarités et une parité assez forte. Tous ces formats, c'est un standard quand on fait des API web complexes, avec des besoins d'interopérabilité. Pas le petit web, pas le petit microservice dans votre application. On devrait, si on est attaché au web ouvert, etc., s'attacher à l'implémentation de ces standards. Et il y a un truc qui est cool, c'est qu'avec API Platform, c'est supporté nativement, vous n'avez absolument rien à faire. Exemple d'API qui utilise ça, la Google Knowledge Graph API, en fait, quasiment toutes les nouvelles API qui sont exposées par Google. Alors, c'est un peu plus verbeux, un peu moins élégant que GraphQL. En gros, là, ce qu'il y a à retenir, on peut définir des types avec les clés spéciales, ici. On peut définir des identifiants qui sont des URL, et on peut mapper n'importe quelle propriété qui existe déjà dans notre document de JSON avec ces vocabulaires ouverts, par exemple schema.org. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça, on va voir des exemples un peu plus après. On a des implémentations alternatives, on a JSON API qui est un format hypermédia très bien défini, qui a beaucoup de fonctionnalités, qui est beaucoup plus simple, mais qui n'est pas un standard du web, qui est un format communautaire, mais qui vaut le coup d'œil et qui est aussi supporté par API Platform. Et on a Swagger, OpenAPI, qui lui va pas dire quel format doivent retourner notre API, mais qui va nous permettre de documenter de manière ouverte quel est le retour de notre API. C'est-à-dire qu'on ne dit pas comment vous devez le faire, mais on vous permet d'exposer comment vous l'avez fait. Et ça permet, entre autres, il y a tout un tas d'outils, dont Jane, qui est fait par Joël, qui est présent dans la salle, qui permettent de générer du code, qui permettent de générer des clients, qui permettent de requêter de manière dynamique l'API.
tout l'intérêt de tous ces formats, GraphQL compris, c'est que votre client doit être capable de requêter l'API sans rien en savoir à l'avance. C'est-à-dire que potentiellement, je vais pouvoir avoir un client hypermédia ou GraphQL qui est capable de requêter l'API de Facebook et l'API de Twitter qui suivent le même formalisme et agréger ces données. Et tout cet outillage doit pouvoir fonctionner d'un projet à l'autre. C'est vraiment le grand enjeu, c'est que je ne dois pas avoir à tout refaire et côté serveur et côté client à chaque projet. C'est que je dois pouvoir réutiliser les choses et je dois pouvoir croiser les données. Comme un navigateur, il peut aller sur n'importe quel site, que ce soit celui du Monde ou celui de Libération, et ça fonctionne et je peux passer de l'un à l'autre. L'idée des API hypermédias, c'est de pouvoir faire pareil, mais de manière programmatique. Et l'idée de GraphQL, en fait, c'est à peu près la même. Alors, on a parlé des schémas, on a parlé de types, on a peu parlé de comment on fait ça avec API Platform. Alors, allons-y. Principe de base d'API Platform, je définis le modèle de données public de mon API que je veux exposer. Public, pas forcément ce que j'aurai en base de données. Pour ça, je crée une classe PHP, parce que ça va très bien pour représenter des modèles de données, une plain old PHP object, je lui donne un nom, je lui mets des propriétés, éventuellement je lui ajoute de la PHP doc. À partir de là, je vais avoir une documentation, la représentation intermédiaire dont je parlais qui va être hydratée, une documentation qui va être exposée, mes routes REST qui vont être enregistrées, un schéma GraphQL si je l'ai activé ou Hydra qui va être généré. Ensuite, j'ai des interfaces à implémenter pour gérer comment je récupère mes données depuis mon système de persistance, comment je les filtre, etc., et comment je les persiste. Si je fais du DDD, si je fais ce genre de choses, si j'ai une grosse appli, je dois les implémenter moi-même et suivre les patterns que je veux. Si je suis en mode développement rapide et que je veux juste aller vite, il y a une intégration avec Doctrine qui est fournie, et je peux juste mapper mes propriétés avec Doctrine, et là, dans ce cas-là, le filtrage, la persistance, la pagination, etc., ce sera fait automatiquement pour vous par API Platform. Attention, ça c'est bien que pour les petites API ou les API qui sont orientées données. Si vous avez des trucs beaucoup plus gros, vous allez probablement introduire un peu plus de structure. Vous pouvez aussi, c'est ce qu'on fait ici, utiliser des annotations du validateur de Symfony si vous voulez vérifier mettre des règles de validation sur votre entité. Donc là, j'ai créé un auteur. Voilà. Ensuite, j'ai aussi créé un livre, j'ai créé une petite librairie, librairie en ligne. Et mon livre, c'est pareil. Alors, oui, j'ai oublié un truc important quand même. Pour qu'API Platform détecte que c'est une classe qui doit exposer publiquement, il y a une chose à faire, c'est cette annotation API ressources. Si je veux mapper ça, c'est optionnel avec un vocabulaire public comme schema.org, je peux le faire de cette manière-là. La seule petite différence, j'ai créé une relation entre mon livre et mon auteur. Pour ça, j'ai juste utilisé Doctrine, mais je ne suis pas obligé. Juste préciser la PHP doc, si je fais la persistance moi-même, ça marche aussi. Grâce à ça, en fait, la représentation intermédiaire qui a été utilisée par API Platform, elle permet à GraphQL, elle génère le système de type de GraphQL que j'ai présenté tout à l'heure. Rien de plus à faire, pas une ligne de plus à coder, vous devez juste décrire votre modèle de données public à l'aide de classes PHP. Et là, vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'introspection de GraphQL pour savoir quels sont les types et les ressources, etc., qui sont exposés par votre API. GraphQL fournit aussi un petit explorateur qui permet de naviguer dans tout ça, de voir quelles sont les requêtes que je peux faire, quelles sont les mutations que je peux faire, et puis de voir les types de données. Voilà, là j'ai mon livre, et puis j'ai chaque propriété, j'ai son type, etc., et j'ai mes relations. OK ? Alors, du coup, c'est ça qui va permettre, ce GraphQL Schema, de rendre votre API auto-discoverable et d'avoir des clients intelligents qui, tant que le format GraphQL est respecté, vont marcher avec n'importe quelle API derrière, contrairement à l'API Twitter, où ça ne peut marcher que pour l'API Twitter. Et en fait, API Platform va faire exactement la même chose grâce à cette représentation intermédiaire pour Hydra. Il va créer un entry point pour l'API, où on va lister toutes les ressources qui sont disponibles, et il va exposer un format ici qui va contenir toutes mes ressources, chacune des propriétés, est-ce qu'elle est obligatoire ou pas, quelle est sa cardinalité, quel est son type, etc. Est-ce qu'elle est en lecture seule ou pas, que les clients intelligents, c'est un autre format que celui du schéma GraphQL, mais qui est très similaire, vont pouvoir utiliser. Et tout ça, c'est fait pour vous, vous n'avez rien d'autre à faire. Ce format-là, il est basé sur les standards du web sémantique. Du coup, vous pouvez l'étendre pour ajouter énormément de fonctionnalités, entre autres en utilisant RDF et OWL. C'est bien parce que c'est très très puissant. C'est chiant parce que c'est des formats qui viennent du monde universitaire, qui sont complètement habitables et qui n'ont pas été pensés pour être pragmatiques, contrairement à GraphQL. Bon, voilà. Ça évolue quand même dans le bon sens, mais c'est encore loin du niveau de pragmaticité de ce qu'a fait Facebook. Ça a quand même un autre gros avantage, c'est que c'est hypermédia, et du coup l'objectif, c'est qu'on puisse aussi agréger les données à l'échelle du web. Alors GraphQL permet c'est juste de l'outillage technique, alors que là c'est aussi de l'outillage orienté data qui va permettre de faire de l'agrégation de données. Et puis si je veux comparer les prix entre eBay et je sais pas, Amazon, et qui utilisent tous ces formats-là, je vais pouvoir le faire super facilement. C'est conçu pour l'open data, ce qui n'est pas le cas de GraphQL. Grâce à ça, là c'est un exemple de client intelligent, c'est l'admin d'API Platform qui va
en utilisant ce format de documentation, construire une interface d'administration complète en ayant juste une ligne de code à faire qui est Hydra admin, c'est un composant React, l'URL de mon API, et c'est tout. Pour l'instant, les outils côté client d'API Platform ne supportent que Hydra. Potentiellement, on pourrait rajouter le support de JSON-LD et les couches de GraphQL. Il y a les couches d'abstraction qui sont faites, mais qui ne sont pas implémentées. Donc, si vous êtes très intéressé par GraphQL, allez-y. Comment on récupère nos données en REST? Facile. Je fais une requête. C'est de l'API hypermédia. J'ai une relation auteur par rapport à mon livre. Si je veux récupérer cette relation, parce que j'ai besoin d'afficher les deux sur ma page, je fais une deuxième requête. C'est embêtant, parce que je dois attendre d'avoir fait cette première requête et d'en avoir eu son résultat pour faire la deuxième requête. Donc ça peut vite... En plus, si j'ai une liste de 10 livres et que je veux afficher leurs auteurs, je suis obligé de faire la première requête pour récupérer la liste et ensuite faire 10 autres requêtes supplémentaires pour récupérer chacun des auteurs. Ça peut vite complètement plomber mes performances. C'est le problème des requêtes subséquentes. En GraphQL, beaucoup plus simple. Je dis quel livre je veux, je dis le titre, je dis l'auteur, je dis le nom. Voilà, je précise exactement quelles données je veux, et en une requête, j'ai tout. Ça, c'est pratique. Ça règle ce qu'on appelle le problème de l'underfetching. Donc c'est ça, je dois faire beaucoup de requêtes pour récupérer toutes les données dont j'ai besoin. Et de l'overfetching, c'est que dans certains cas, je vais récupérer plein de propriétés qui ne m'intéressent pas, que je ne vais pas afficher. C'est un peu dommage de les générer pour rien. Par contre, ça demande un parseur spécifique. Et il y a un autre petit truc, c'est que je n'ai pas de parité entre la requête que j'envoie et la réponse que je reçois. Donc je ne peux pas juste récupérer une donnée en get, changer 2-3 champs, et puis la renvoyer en put. Ça ne marche plus. En fait, en REST, il y a des solutions pour régler ce problème des end requests aussi. Déjà, il y a ce qu'on appelle les documents imbriqués. Je vais utiliser les groupes de tout ça, c'est supporté nativement par API Platform. J'utilise les groupes de sérialisation. Je dis que sur mon auteur, je vais appliquer le groupe bookread. Je dis que je veux juste cette requête title, là, il dit je m'en fous, et je veux la relation auteur. Mais la relation auteur, je veux en plus la propriété name qu'il y a dedans. Donc vous voyez, c'est la même chose que GraphQL, sauf que c'est rigide. C'est pas le client qui décide, c'est prédéfini côté serveur. Et en faisant ça, je règle le problème des end requêtes, j'obtiens directement toutes les données dont je veux. Donc, avantage de la GraphQL, c'est plus élégant, mais en même temps, avec REST, c'est faisable aussi. Et en fait, on peut même aller plus loin. La plupart des formats hypermédias modernes supportent ce qu'on appelle les sparse field sets. Alors là, l'idée, c'est quoi? Entre autres, JSON API spécifie ça. Je mets un nouveau filtre sur API Platform, je dis que je veux appliquer le property filter. Juste ça à faire sur ma classe. Et à partir de là, je peux passer directement dans l'URL quelles sont les données que je veux. Donc là, je veux le titre, je veux l'auteur, et pour l'auteur, je veux son nom. Et là, c'est le client qui décide. Donc exactement pareil que GraphQL, sauf que c'est un peu plus verbeux. Par contre, ce n'est pas du post sur un endpoint qui s'appelle /GraphQL. Donc cache HTTP, ça marche, ELK, ça marche, Web Application Firewall, ça marche, ce qui n'est pas le cas avec GraphQL. Et puis en plus, ce n'est pas un langage de requêtage spécifique, donc en PHP ou en JavaScript, j'ai tout l'outillage directement dans le langage pour manipuler ça. Filtrage, comment ça marche? Je rajoute une propriété, une annotation API filter, je dis que là, il y a plein de fils disponibles dans l'API Platform et je vais pouvoir faire de la recherche sur ce champ. Et je vais appliquer la stratégie i-partial. I, c'est non sensible à la case. Partial, c'est que je veux du partial matching entre, je veux que n'importe quelle, une partie de ce que j'ai mis dans la requête soit disponible dans la base de données. Comment ça marche avec REST? Je passe ça dans l'URL, et puis ma collection, elle est filtrée. Encore mieux, grâce au format hypermédia, les filtres que je peux appliquer sont documentés. Un client intelligent peut les utiliser, par exemple, pour proposer des filtres automatiquement dans une interface d'admin. Je dis ça au hasard. Avec GraphQL, à peu près pareil. J'ai mon filtre qui est automatiquement reconnu grâce à la notation qui est faite avec API Platform. J'applique mon filtre et ma collection est filtrée. Les tris, pratique aussi quand on fait des API. Là aussi, juste une annotation à rajouter, et je peux trier par n'importe quel champ. Bien sûr, je peux whitelister les champs sur lesquels je veux faire, etc. etc. Avec REST, j'ai une petite syntaxe, pareil, un petit peu plus compliquée, l'ordre, le titre, par ordre descendant, et hop, automatiquement, mon tri est effectué. Là aussi, les filtres que je peux appliquer sont documentés dans la ressource hypermédia. GraphQL, même fonctionnalité, je peux appliquer mes filtres en paramètres de ma collection, et paf, ma collection, elle est renvoyée. Pagination, maintenant. Alors, c'est activé par défaut dans API Platform, vous n'avez rien à faire. Pour éviter les attaques par DDoS, parce que si vous avez 1 million d'éléments dans votre collection, ça ne fait aucun sens de tout renvoyer, de toute façon PHP va planter. On pagine par défaut à 30, tout est configurable, ça peut être paramétré côté client aussi. Le client peut dire « je veux juste 10 éléments », voilà. Il y a plein d'options là-dessus. Bon, je passe ma page, c'est le nom par défaut, et je dis quelle page je veux. Et j'obtiens les éléments qui sont dans cette page-là. Alors vous voyez qu'à chaque fois, il y a un format un peu spécial, parce qu'en fait, Hydra, qui est sorti par défaut, documente tous les formats standards dont j'ai besoin dans les API. Par exemple, pour comment je représente les collections et les métadonnées sur les collections,
Plutôt que de réinventer un truc à ma sauce, c'est dans la spec. Ils disent, voilà, les métadonnées, elles sont à la racine. Et ensuite, j'ai une clé qui s'appelle hydra.member qui contient là mon tableau avec tous mes éléments. Okay, donc tout ça, je n'ai pas besoin de réinventer la roue. Et c'est aussi ça qui permet aux clients intelligents de fonctionner. C'est exactement l'équivalent de la spec connections dont j'ai parlé tout à l'heure de relais. En fait, c'est la même chose. Là aussi, c'est directement documenté dans ma réponse via Hydra. Et j'ai le nombre d'éléments total de ma collection. Et puis on m'indique que c'est une représentation partielle de ma connexion et comment je peux arriver aux pages précédentes ou suivantes. Dans GraphQL, API Platform implémente les specs relais. Du coup, le format des collections est aussi imposé. C'est de la pagination par curseur. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans. Ça sera supporté bientôt aussi côté client. Bon, bah voilà, je dis je veux 5 éléments. Je peux directement demander mes métadonnées ici. Est-ce que j'ai un curseur suivant? Est-ce que j'ai une page suivante? Quel est le curseur de fin? Je dis à partir de quel élément je veux passer ma page, pagination par curseur, et je précise les champs que je veux dans ma collection. Tout ça en ayant écrit, pour l'instant, 0 ligne de code. Juste une représentation, une structure de données. Mutation, REST, vous avez l'habitude, je fais une requête en POST ou en PUT avec mes données. Les documents imbriqués, que j'ai montré tout à l'heure en lecture, en fait, ça marche aussi en écriture. Donc, en une seule requête, vous pouvez créer un livre et un auteur qui est lié. Avec API Platform, ça marche. En GraphQL, alors généralement, on va plutôt faire un truc qui est orienté service, mais parce que c'est pratique, par défaut, c'est désactivable. L'API Platform va créer des mutations qui sont automatiquement supportées et qui vont me permettre de modifier ou de créer des données pour chaque type qui est exposé. Donc ça, il n'y a pas besoin de coder non plus, c'est fait de base. Alors là, il y a juste une petite subtilité. Je passe mes paramètres, mes données en paramètres de ma mutation. Et j'ai un truc qui est dans la spec relais aussi, c'est client mutation ID. Je peux envoyer plusieurs requêtes. Dans la même requête GraphQL, je peux envoyer plusieurs mutations. Du coup, il faut que je puisse, côté client, savoir les données que je récupère, à quelle requête ils sont liés. Donc je passe à un ID, je passe ce que je veux. Et quand mon serveur répond, je peux faire l'appairage, comme ça, grâce à cet ID qui est renvoyé par le serveur. Comme ça, je sais quelle est la correspondance. Donc hop, ça c'est pareil. Bon, il me reste 5 minutes. On a vu que GraphQL, c'était génial. On va rentrer dans les trucs qui fâchent un petit peu. Alors, ça, c'est à quoi ressemblent mes logs avec REST. C'est des logs Apache Nginx classiques. J'ai chaque fois mes URL. Est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que c'est de l'écriture ou de la suppression? Mes paramètres, la donnée qui est récupérée, etc., etc. Facile à lire, facile pour mes ops. Ça, c'est les logs de mon API GraphQL. C'est déjà beaucoup, beaucoup moins facile. Alors, comment je vais devoir faire? Pas de solution. Il va falloir que je gère ça au niveau applicatif, développement de votre côté. Ensuite, on va parler du cache. Dans API Platform, il y a un mécanisme qui est super bien. Si vous avez Varnish d'installer, si vous avez activé un flag de config, toutes les requêtes elles vont être générées une fois par PHP, elles vont toujours, y compris les collections, etc., elles vont toujours être servies par Varnish. Et en fait, elles vont être marquées avec un système de tags. On va permettre de savoir quels sont les documents qui sont présents dans la requête, y compris les documents imbriqués, les fields, tout ce que vous voulez. Et dès qu'il y a une requête en écriture qui va être faite, dès qu'il y a un de ces documents qui va être modifié, API Platform va venir purger ces données-là dans Varnish. Donc c'est toujours servi par Varnish après la première requête. Mais en plus, c'est toujours frais parce que c'est effacé dès que c'est nécessaire, y compris les relations et tout ça. Petite limitation, ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher, en tout cas, avec GraphQL. Donc ça ne marche qu'avec REST. Pourquoi? Parce qu'en REST, parce que GraphQL, c'est du POST. Et du coup, en POST, déjà, Varnish, il ne met pas en cache. Et puis ensuite, l'intérêt d'utiliser GraphQL, c'est d'avoir des requêtes qui sont hyper dynamiques. Et du coup, de toute façon, le taux de miss, il va être hyper important. Donc le cache ne va pas servir à grand-chose. Donc c'est surtout bien pour des API où je ne fais pas de cache. En REST n'est pas complètement immunisé contre ça. Si j'utilise les sparse field sets, j'ai montré tout à l'heure, j'ai exactement le même problème de cache miss. Parce que ça va varier très, très fort. Et du coup, attention, parce que souvent, rien que lancer un process PHP, ça va être beaucoup plus lent que de servir quelque chose depuis Varnish. Donc même si vous avez 2-3 propriétés en plus qui sont stockées dans votre propriété Varnish, généralement, il vaut mieux les servir. De toute façon, ça va être gzippé et ça va aller plus vite que de sérialiser moins de propriétés, mais de lancer quand même un process PHP. Donc l'overfetching problème, quand on a du cache qui est bien foutu, il est limité. Alors, les caches que je peux utiliser, doctrine, cache applicatif côté serveur, HTTP côté serveur, c'est Varnish, HTTP côté client, c'est les entêtes de cache, cache côté client, local storage, ça c'est avec REST. Vu que c'est du post sur un endpoint qui s'appelle /GraphQL avec GraphQL, j'ai plus que les caches applicatifs. Pareil pour les bases de données, attention, c'est des requêtes hyper dynamiques. La plupart de vos requêtes, elles ne vont pas taper les index. Ou alors, il va falloir les monitorer, ou alors il va falloir faire un truc comme ça. Solution, peut-être Elastic, peut-être Neo4j, mais le Postgres ou le MySQL, vous avez l'habitude, c'est peut-être pas la solution la plus adaptée à GraphQL. Donc vous voyez que le niveau d'entrée, la barre à l'entrée pour utiliser ce type de techno, il commence déjà à s'accroître beaucoup. Même problème avec les sparse field sets en REST.
Sécurité, on a une littérature énorme des outils qui existent depuis très longtemps pour REST. Entre autres, on a les spécifications de l'OWASP concernant les API REST qui sont implémentées par défaut par API Platform. Il faut faire attention, bien sûr, mais bon, il y a pas mal de trucs qui sont faits de base. Avec GraphQL, il y a eu des failles qui ont été trouvées relativement récemment, il y a beaucoup moins de retours, et vu qu'on peut créer des requêtes hyper complexes, on est très sensible aux attaques par déni de service, on peut accéder à des données auxquelles on n'aurait pas fait potentiellement le droit, il faut faire attention, il y a différentes stratégies, timeout, complexité maximum de la requête, profondeur maximum de la requête. Il y en a qui sont implémentées dans le parseur GraphQL de base, mais en tout cas, il faudra que ce sera pareil, ce sera à votre charge. Et puis fiabilité, en faisant ce slide, là, la requête que j'ai montrée sur l'API de GitHub tout à l'heure, pendant un temps, elle ne marchait pas. J'ai dû la changer un petit peu, et j'avais ça comme erreur. Donc même chez les gros, on n'a pas encore beaucoup de retours, et ce n'est pas forcément hyper simple de faire des trucs qui marchent bien. Et pourtant, GitHub savent ce qu'ils font. Gros avantage supposé de GraphQL, il n'y a pas de versionning. C'est vrai, c'est super bien. On peut juste déprécier les champs ou les classes qu'on ne va plus utiliser, et notre API va évoluer, on ne va jamais avoir de V1 V2. Et c'est très bien, et c'est ça qu'il faut faire. Mais en fait, ce n'est pas du tout spécifique à GraphQL. C'est une théorie qui a été créée pour REST, qui s'appelle API Evolution, et si on fait des vraies API REST où les URL ne doivent pas changer, etc., on devrait faire la même chose. Et les formats modernes, dont Hydra et Swagger, permettent aussi de déprécier des champs et des classes. Côté client, on a un outillage qui est génial, qui est fait par Facebook. Il fallait le mentionner parce que quand on est dev JS, quand même, GraphQL, c'est un gros intérêt, c'est cet outillage côté client en React. Il y a aussi des choses pour Hydra et JSON API, entre autres dans API Platform. Vous avez vu le composant admin, il y a les clients de base, etc. Mais il faut reconnaître que la qualité est un peu moins bonne. Par contre, c'est des choses plus haut niveau. Les choses pour GraphQL sont très bas niveau. Attention aussi à un dernier truc, duquel je voulais parler avant de terminer ce talk. C'est que c'est quand même pas exactement la même chose. REST, c'est quelque chose qui est conçu pour l'hypermédia. Et c'est quelque chose qui est conçu de la même manière que le web pour avoir plein de petits îlots de services, d'informations, etc., qui vont pouvoir, grâce à des vocabulaires communs comme schema.org, grâce à des formats communs comme JSON-LD, etc., la manière de HTML, interagir entre eux, permettre le basculement facile d'un service à un autre, croiser des données de différents services. GraphQL, c'est un outil, c'est comme un marteau, ça peut servir à tout et n'importe quoi. Mais cet outil, il a été conçu dans un but précis, c'est de faire Facebook.com, qui lui est un silo de données. C'est-à-dire que Facebook, leur intérêt, c'est que vous passiez le plus de temps dessus et que de stocker le maximum de données personnelles là-dedans. Et du coup, il y a quand même une responsabilité, il y a quand même une approche qui est très différente, même si on peut faire des trucs qui sont très très bien éthiquement parlant avec GraphQL, c'est pas le souci, mais c'est juste que dans la conception, dans l'idée qu'il y a derrière ces outils, il y a quand même une vision du web et une vision de la société qui est extrêmement différente. Et du coup, si vous voulez plutôt travailler sur quelque chose qui est décentralisé, si vous croyez dans ces valeurs-là, en partage de connaissances, au fait de pouvoir changer facilement de service, de stocker ses données privées où on veut, etc., GraphQL, ça va pas vous faciliter la tâche, alors que Hydra, Schema.org, etc., ça va permettre de le faire. Et ça, c'est des questions qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce qu'on a vu que la centralisation des données par Facebook, c'est en train de leur causer pas mal de problèmes et que ça a permis, même si c'est peut-être pas forcément de leur faute, c'était pas forcément volontaire plutôt, ça a permis l'élection de ce grand monsieur aux États-Unis. Donc voilà, ça faut quand même y penser aussi avant de se lancer tête baissée dans le choix d'une techno ou d'une autre. Résumé, et puis je vous laisse manger. GraphQL, c'est un langage de requêtage de données qui est super bien pensé, super bien documenté, hyper élégant, et là-dessus, c'est génial. Facebook, ils ont fait un super bon boulot. C'est parfait quand on a des requêtes qui, à chaque page, etc., sont hyper dynamiques. C'est-à-dire que j'ai un gros site média, et les données que j'affiche sur ma homepage, elles changent tous les jours. Pour ça, GraphQL, c'est bien, parce qu'en vrai, je vais avoir un peu plus de mal à le faire. C'est aussi parfait si j'ai des clients qui accèdent à mes données, comme pour GitHub, de manière très, très différente, et que j'ai tout un tas de clients différents. Le support du temps réel, les push dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est génial. Malheureusement, ça ne marche pas en PHP. Et ça, il n'y a pas d'équivalent en REST. Le fait de pouvoir récupérer des données qui sont non liées, c'est bien. En REST, on sait le faire aussi. Ce n'est pas implémenté dans l'API Platform, mais il y a des specs, entre autres OData, qui permettent de faire juste des batch endpoints. On l'implémentera un jour. Il y a déjà eu des essais. C'est possible de le faire théoriquement, il faut juste coder un peu. Par contre, attention, compatibilité très limitée avec HTTP. Tous les outils que vous utilisez, reverse proxy, etc., ça ne sert plus à rien, cache. Et puis pas si aisé que ça à implémenter quand on n'a pas des très grosses équipes à la Facebook, soit pour créer le parseur, bon maintenant il y a des bibliothèques, l'API Platform le fait, soit au niveau de la sécurité, des performances, du cache, de comment on va requêter la base de données, etc. On est sur des terrains beaucoup moins connus que ce qu'on sait faire avec REST.
Et REST, de son côté, c'est un format, quand on le prend les formats modernes, Hydra, JSON API, finalement, il y a quand même quasiment les mêmes fonctionnalités que GraphQL. OK, c'est moins élégant, on peut faire à peu près la même chose, sauf que c'est super mature, super robuste, et que ça tire parti à 100% d'HTTP et de toutes ces fonctionnalités, dont le cache, les logs, les négociations de contenu, les entêtes de sécurité, etc., etc. Peut-être, et c'est facile avec API Platform, qu'on peut utiliser les deux, mes API publiques, open data, je crois au web décentralisé, etc. C'est juste du REST, avec quelques fonctionnalités un peu avancées que j'ai présentées là. Pour mes API privés où j'ai des clients hyper dynamiques, j'expose un endpoint GraphQL, mais seulement pour mes API, pour mes applications à moi ou pour des partenaires qui sont validés et qui ont un accès total à mes données, peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. De toute façon, j'ai confiance en eux, donc il n'y a pas de souci. Avec API Platform, avec le même code, et en faisant presque rien finalement, bon après pour votre logique métier, il va falloir coder, il n'y a pas de secret, vous pouvez faire les deux avec le même code, vous pouvez spécifier quel endpoint vous voulez activer ou vous ne voulez pas activer. Et il y a une petite dernière chose, c'est que nous on a bidouillé un peu GraphQL, mais c'est valide d'après la spec, pour que les ID qui soient renvoyés pour les documents GraphQL, ils ne soient pas obfusqués, en fait ils correspondent à des IRI REST. Du coup vous pouvez faire une requête GraphQL avec toutes les données que vous voulez, parce que vous avez une requête complexe, et pour tout le reste, fonctionner avec REST. Ça va fonctionner. C'est le petit bonus dans l'implémentation qu'on a. Merci beaucoup. Alors, merci. On m'a demandé de faire un petit peu de pub, donc on a un jeu où vous pouvez gagner des beaux t-shirts API Platform et tout ça. C'est un Monopoly, et c'est à notre stand qui est par là-bas. Et je ne sais pas si on a le temps pour les questions ou pas, mais sans quoi, allons-y pour les questions. Oui, non ? Ok, bon, a priori, on a le temps pour les questions, c'est parfait. Bonjour, merci, c'était super intéressant. Du coup, moi, mon problème aujourd'hui, là où je travaille, c'est que avec les appels GraphQL, on demande par exemple 2 champs sur une entité qui en comporte 40. Et moi, dans mon code, concrètement dans le back, je vais quand même récupérer mes 40 champs. Et du coup, c'est pas optimisé pour le back, ce truc. Et comment toi, tu fais pour qu'au niveau PHP, tu récupères que les champs que la requête GraphQL a demandé? Alors, comment nous, on l'a implémenté, tu veux dire? Comment tu peux faire pour récupérer le fait que GraphQL t'ait demandé que 2 champs et ne chercher que ces 2 champs dans ta base? Ok, alors en fait, dans API Platform, ça j'en ai pas parlé, mais les requêtes SQL, qu'elles soient faites en REST ou en GraphQL, ça utilise le même mécanisme. En fait, tout le code de base, toute l'infrastructure, elle est partagée entre REST et GraphQL. Quand on demande des documents imbriqués ou des relations imbriquées, on a une classe qui va générer la requête SQL avec les jointures, éventuellement avec les sous-requêtes, etc., quand on a la pagination, qui est le plus optimisé possible. En tout cas, ce qu'on a réussi à faire le plus optimisé possible, mais c'est Antoine Blucher qui a fait ça, elle a fait un gros boulot. Alors, du coup, c'est fait automatiquement parce qu'on a un truc qui est capable de savoir qu'est-ce qu'on a demandé et qui va faire les jointures qui vont bien. Dans l'implémentation de base avec Doctrine, sans quoi c'est à vous de faire ça. Pour ce qui est des champs précis, si on a besoin que de name, etc., on a une option qui permet d'activer, de ne faire le select que des champs qui ont été demandés dans la requête. On ne l'a pas activé par défaut et on ne conseille pas de l'activer parce que l'équipe de Doctrine dit que c'est une très mauvaise idée de faire de l'hydratation partielle l'entité. C'est un truc qui a été déprécié dans Doctrine 3, qui ne sera plus supporté dans Doctrine. Du coup, si vous faites votre propre implémentation, vous avez tout pour le faire, mais il faudra le coder vous-même en n'utilisant pas Doctrine. Si vous utilisez Doctrine, vous pouvez le faire en ajoutant un flag de config, mais c'est considéré comme une mauvaise idée au niveau de Doctrine, donc on ne l'a pas activé. Je ne sais pas si ça répond trop à ta question. Ouais, c'est bon, merci. Bon, voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, je travaille pour une société d'e-commerce et nous avons implémenté une toute nouvelle API avec API Platform. Et je voulais savoir, est-ce que du coup le fait que toutes les routes soient générées automatiquement par les entités, etc., et que du coup nous on n'a pas envie de déclarer 36 000 fois les entités dans tous nos petits projets, est-ce que ça a du sens aujourd'hui avec API Platform de réaliser une architecture monolithique ? Ok, tu veux dire ouais, pas un microservice, mais un monolithe. Microservice, exactement. Alors, moi, je dirais que oui. Et mes applis, je suis pas un grand fan des microservices, sauf quand dans les 20% de cas où c'est hyper adapté, mais pour la plupart des projets, ça introduit énormément de complexité, le microservice.
en particulier, parce que du coup, c'est des bordures réseau, et pour la fiabilité, pour les performances, etc., pour la cohérence du diagramme d'architecture, c'est des questions qui ne sont pas si simples à résoudre, et la plupart du temps, faire du code PHP dans un monolithe qui est bien structuré, qui suit, on a vu pas mal de trucs sur la clean architecture, sur les hexagones, les architectures hexagonales, etc., pour moi, c'est largement suffisant. Et tu peux faire, bien sûr, du microservice avec API Platform, ça s'y prête pas mal, il y a plein de gens qui le font, mais moi, par exemple, je fais plutôt des monolithes. Voilà. C'est quand même une révolution, et tu ne penses pas que c'était quand même important d'aborder ce sujet sur cette présentation ou... Alors, en fait, déjà j'ai 40 Parce que minutes. moi ça me choque un peu. On pourrait faire un talk complet là-dessus, mais ouais, c'était pas le sujet. API Platform, c'est vraiment un outil dont la philosophie, c'est de se concentrer sur la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que ça expose des API, la doc qui va avec, les outils côté client. Ensuite, tu as un mode RAD qui permet de créer très facilement des API orientés données ou des petits sites web avec les événements, etc. Si tu veux faire des trucs style architecture hexagonale, etc., la documentation était pas mal mise à jour pour montrer qu'on peut le faire. Il y a eu pas mal d'articles, entre autres, de Roland Fansen, qui est un gros contributeur de Symfony, sur comment utiliser API Platform en DDD récemment. Surtout de la documentation qui manque. Il y a toutes les interfaces qui vont bien. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par contre, API Platform, dès qu'on n'utilise plus le mode RAD, ce sera à vous d'implémenter les patterns, la logique métier, le domain design, etc., qui vont bien. L'API Platform vous exposera juste deux interfaces très bêtes, qui sont des points d'entrée pour la lecture et pour l'écriture, et tout le reste, c'est à votre charge. Donc du coup, avoir une appli qui contient tous les bundles, mélanger tous les business, tous les modèles qu'on puisse avoir dans un seul même package Symfony, c'est OK, quoi. En termes de déploiement, c'est complètement bien, OK, à la condition que dans ton dossier SRC, ce soit structuré correctement, que les interfaces elles soient créées correctement, que ton modèle de données soit fait correctement. Mais ça, c'est juste de la bonne programmation orientée objet, en fait. Mais pour moi, microservice, ça répond à des vraies problématiques de performance, de déploiement, de gestion d'équipe, de workflow, de développement. Mais ça a tendance à être utilisé comme ça va me permettre de mieux structurer mon code. Non, ça ne sert pas à ça, microservice. Si tu n'arrives déjà pas à structurer un monolithe correctement, si tu n'arrives déjà pas à suivre les principes solides, à suivre les grands principes de programmation orientée objet, la modularité du code, etc., il n'y a pas de raison que tu y arrives mieux en faisant un microservice. Au contraire, ça va vite devenir une archi qui est assez chaotique avec des liens réseau dans tous les sens, qui est très très difficile à faire évoluer, à maintenir, à faire tourner en production, etc. Pour moi, la bonne solution, et c'est d'ailleurs pas que moi qui le dis, par exemple, Martin Fowler, qui est un des plus grands architectes logiciels au monde, qui fait beaucoup de choses sur les microservices, il dit comment on fait des microservices. D'abord, c'est un truc qui est empirique. Savoir les bordures entre les services, c'est hyper compliqué. Du coup, la manière dont on le fait, c'est que d'abord, on crée un monolithe, on le structure le plus convenablement possible en faisant de la programmation orientée objet, puis de l'architecture qui est propre. Et puis ensuite, quand on voit qu'on a des limitations avec ces monolithes, on définit les bordures entre nos différentes briques, et là, on peut commencer à les isoler en microservices. Mais on peut partir tête baissée sur des microservices, c'est quasiment impossible en fait, et c'est hyper casse-gueule. Du coup, c'est pas incompatible en fait avec le monolithe. C'est juste l'étape suivante quand le projet devient assez gros, avec des assez grosses équipes, avec des enjeux business, c'est-à-dire qui demandent une séparation plus importante. Ok, merci beaucoup. Voilà. D'autres questions ou pas? J'arrive. Merci beaucoup. Oui, bonjour, merci pour la conf. Une question sur la persistance des données, en fait, surtout si API Platform peut marcher avec des systèmes de persistance orientés documents, ouais. Typiquement Mongo. Ouais. Et deuxième petite sous-question, comment se passe du coup l'agrégation des sous-documents entre eux et est-ce que c'est compatible avec GraphQL? Tu veux dire quoi sur les sous-documents? J'ai pas bien compris. À un moment donné, tu disais qu'on est capable de regrouper différentes ressources. Ouais, ok. Très bien. Alors, en fait, tu as tes deux interfaces, là, data provider, je récupère les données, data persister, je sauvegarde les données, qui sont implémentées par défaut pour Doctrine en mode RAD, ce qui est OK pour la plupart des projets. En plus, ça sert à rien de partir du DDD si on a juste une pauvre application en CRUD. Et ces interfaces-là, tu peux les implémenter pour récupérer les données depuis le système de persistance que tu veux. Le seule contrainte, c'est que il faut qu'en sortie du data provider, tu aies des objets PHP qui correspondent à se mapper avec API ressources,
qui soit hydraté et qui va pouvoir utiliser l'API Platform. Et en entrée, tu vas avoir ces objets PHP que toi, tu vas transformer pour mettre dans ton système de persistance. Concernant Mongo et Elasticsearch, en fait, pour Mongo, il y a une pull request qui a été ouverte depuis un moment, presque un an, je pense maintenant, pour ajouter le support officiel intégré natif de Mongo, comme pour Doctrine, directement dans l'API Platform. La pull request marche, mais il y a eu une review faite, il y a 2-3 trucs, il y a quelques trucs à changer, il y a des tests à ajouter, etc. Ça n'a pas été fait depuis, c'est plutôt par manque de contribution. Nous, on n'utilise pas Mongo sur nos projets, donc ça ne nous intéresse pas plus que ça, mais par contre, on est très motivé à merger ça nativement. Si des gens se sentent de finir ça, allez-y, il y aura le support natif de Mongo. Pour Elastic, là par contre, il y a des gens de chez nous qui sont en train de travailler sur un support en lecture uniquement de Elastic qui sera natif. Et après, n'importe quel autre truc, ou du DDD, ou ce genre de choses, ou du CQRS, ça peut être implémenté modulo son propre code. En fait, ce qu'apporte le bridge doctrine actuel et l'APR avec Mongo, c'est toute la logique de filtrage principalement, parce que ça fait varier la requête SQL ou la requête Mongo ou la requête Elastic. Et ça, la logique de filtrage, elle ne peut avoir du sens que si on connaît le système de persistance qu'il y aura derrière. Pour l'imbrication de données, en fait, API Platform, lui, il utilise le graphe d'objet PHP que tu as hydraté. Tant que tu hydrates bien le graphe d'objet, la manière dont tu l'as récupéré importe peu et ça marchera avec le système que j'ai présenté. Ça répond à ta question? Oui, non? Oui, pardon, Okay. j'avais plus le micro. Ça répond à Oui, ta oui. question? Okay. Une autre question? Ok. Ok, merci. Rapidement, moi j'ai une question sur la partie front, je vais dire le admin en REST. Est-ce qu'il est possible de configurer les champs qu'on veut qu'ils soient éditables? Par exemple, je vais récupérer un document auteur. Sur la partie front, je ne vais éditer que ces champs-là. Et après le post, je vais quand même poster toutes les datas que j'avais avant avec le nouveau. Est-ce que c'est possible de faire ça? Merci. Ouais, c'est possible. En fait, tu vas pouvoir dire si ton champ, en mettant un getter ou un setter, ou en marquant avec, si tu ne veux pas utiliser le getter et le setter en référence au talk sur Doctrine d'hier, en marquant ton champ comme readable ou writable, tu vas pouvoir préciser quels sont les champs qui sont en lecture, quels sont les champs qui sont en écriture, est-ce qu'ils sont en lecture juste en post, juste en put, juste avec tel groupe de sérialisation, tu as tout un tas d'options de configuration. Et après, par contre, ce que tu ne peux pas faire par défaut, les outils côté client, ils découvrent l'API, du coup ce que tu sais, c'est ce qu'expose l'API. Si toi, c'est ouvert en écriture côté API, mais tu veux le masquer d'un côté front, bah ça on peut pas le deviner en fait, et du coup là tu vas devoir, c'est possible d'étendre complètement l'admin et les générateurs de clients, c'est des composants React qu'on peut surcharger, mais là il va falloir les coder parce qu'on peut pas le deviner quoi.